Le chef que nous allons rencontrer aujourd'hui va nous faire voyager dans une nature sauvage, au confluent du Gard, du Rhône et de la Méditerranée. Entre flamants roses et taureaux, vous l'avez deviné, nous partons pour la Camargue. C'est le chef Armand Arnal qui emporte notre cuisine cette fois-ci. Une cuisine éminemment végétale, inspirée sans doute par la nature qui l'entoure, mais aussi par son potager qui lui a valu une étoile en 2009. Son potager est installé aux Portes d'Arles, une ville d'art et de culture. Bref, terre, mer, art et culture, on oublie le voyage. Vous avez les ingrédients qui composent la cuisine d'Armand Arnal. Chaque année, la France produit une dizaine de milliers de tonnes d'un riz de très haute qualité, et plus particulièrement en Camargue. Armand a tenu à nous faire rencontrer son riziculteur, Bernard Poujol, qui a trouvé une formule pour produire un riz sans pesticides ni engrais chimiques, mais avec des canards. Ce sont eux qui entretiennent ces cultures et qui lui tiennent compagnie. Le canard a la bonne idée de ne pas aimer la plante de riz. Viens les bébés, viens. Allez, viens là, viens là, viens là. Viens les canards, viens. Armand nous entraîne à présent à Port-Saint-Louis, au bord de l'eau, rencontrer Julien qui est mytiliculteur, c'est-à-dire qu'il produit des moules. En l'occurrence la moule de Carto, bien particulière à cette région, très charnue et savoureuse. Mais il est également ostréiculteur et tous ces produits vont trouver naturellement leur place dans les assiettes d'Armand. Le violet, c'est un coquillage très iodé. Moi, je l'aime bien dans mon restaurant pouvoir l'utiliser comme condiment. Cette fois-ci, notre dessert sera croquant grâce à Laurent, pâtissier de son état dans la jolie ville d'Aigues-Mortes, qui nous propose des croquants camarguais. Alors, dans les croquants camarguais, il y a du chocolat, de la fleur de sel de Camargue, du riz soufflé, camarguais évidemment, et quelques autres petits ingrédients que Laurent a bien voulu nous confier. Allez Micheline, on file en cuisine, retrouver notre chef du jour, Armand Arnal, pour une recette qu'il a intitulée « Chou-fleur de toutes les couleurs et coquillage camarguais ». De quoi nous faire saliver. Aujourd'hui, c'est Armand Arnal qui prend les commandes de notre cuisine, un chef singulier qui donne le premier rôle au végétal et à la nature en général. Il faut dire que chez lui, la nature, elle est XXL, puisqu'il œuvre en Camargue, il inspire et il s'inspire de la Camargue pour nourrir les cartes de ses 4 établissements. Alors, il a réussi à s'éclipser l'espace d'un instant pour nous proposer une recette très nature et très spontanée comme lui. Déclinaison de choux, de chou-fleur et autres avec les coquillages de son pays. Allez, tablier. Salut Bonjour. Armand. Oh là là, quelle couleur. C'est pas mal, hein? Ça va bien. Entre. Très bien. Magnifique tout ça. Des produits qui arrivent de Camargue. Hein. Les Donc, produits de ton potager. Voilà, les choux-fleurs, Ouais. différentes couleurs, le brocoli. C'est vraiment un légume que j'aime beaucoup. Ouais. Les enfants aussi, ils adorent. Et les coquillages de Camargue, voilà, on a différents coquillages, des couteaux, des praires. C'est vrai que vous des êtes gâtés, violets, hein, côté voilà. coquillage. Les premières huîtres Les de Camargue. huîtres, ouais. Voilà, les moules de Carto. Putain, elles sont énormes. Ouais, c'est très très beau. Magnifique. Très beau. Et alors, on va mélanger tout ça dans ton plat? Ouais, on va faire ce mélange un petit peu terre-mer avec le chou et la douceur du chou qui se marie bien avec le côté très iodé des coquillages. Allez, je vais te prendre ton manteau. Hop, pardon. Ça, je te laisse t'installer. On démarre par quoi? On va commencer par les choux. On va Par préparer les choux. Ouais. D'accord, on va laisser les coquillages de côté. Alors, tiens, regarde, il y a un tablier qui est là. Alors, nos choux, qu'est-ce qu'on va leur faire? Les choux, on va les tailler en petits sommités assez réguliers. Et le brocoli, on va préparer une purée de brocoli, garder quelques sommités également. Donc, brocoli à l'eau, c'est ça, Brocoli cuisson à l'eau. l'anglaise. On peut les couper un petit peu plus en deux pour la préparation. Comment t'es venue cette passion du légume, finalement, et du végétal en général? C'est une passion d'enfance. Hein. On avait un potager à la maison. Je ramassais les légumes, on avait planté des asperges. Enfin, Donc, voilà. ce sont les paysages et les odeurs de l'enfance, finalement. Exactement. Et puis, moi, je garde toujours le pied.
D'accord. En fait, je sépare les sommités et je garde le pied. Et le pied, je l'épluche et je le coupe en fines lamelles pour avoir un petit peu de croquant sur l'assiette. Pour ne rien jeter. Et déjà pour ne rien jeter. Et en plus, parce que toutes les vitamines du brocoli, elles sont dans le pied. Ah oui. Voilà, tous les antioxydants sont là. D'accord. Voilà. Et je ne sais pas ce que tu as déjà goûté. J'ai découvert ça au Japon. C'est au Japon qui garde vraiment tous les pieds. J'avais goûté ça. C'était une fine tranche sur un sushi et c'était assez incroyable. Tu peux vraiment goûter ça. Et c'est voilà, c'est un peu ferme parce que sur certains pieds, mais c'est très bon. Ça rappelle un petit peu le chou rave en texture. Hein, mais c'est pas désagréable que ce soit justement bien croquant comme ça. Non, c'est bien. C'est très frais, voilà. très juteux et très parfumé. On peut le garder dans une salade. Avec un petit peu d'huile de noisette. On pourrait exactement, puis on voit bien que l'eau de végétation est restée à l'intérieur du produit. Tu as raison. Comment se fais-tu pour enrichir ton potager? Est-ce que tu vas chercher des graines? Il y a un échange de graines avec... Alors, on travaille avec plusieurs personnes qui ont des graines à nous proposer. Moi, ça m'arrive dans mes voyages de ramener des graines bio chez des producteurs que j'ai croisés au Japon, au Mexique. Mais justement, alors, je vous propose de nous suivre dans le potager d'Armand, dans son établissement La Chassagnette, où tu es depuis plus de 10 ans, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, 10 ans. Ouais. Avec ce magnifique potager qui fait plusieurs hectares. Voilà, il fait 1,8 hectare. Il est vaste, il est prolifique, et en plus, il est beau. Alors voilà, beaucoup de raisons pour y aller et puis pour découvrir sa Camargue. Nous partons en Camargue, une terre entre ciel et eau, que les hommes partagent avec les chevaux, les taureaux et les oiseaux. C'est au cœur de cet espace naturel protégé, sanctuaire d'une faune et d'une flore exceptionnelle, que se cache le potager de notre chef. La récolte commence au petit matin, sous la direction de Claude Pernix, le chef jardinier. Ahmad, tu vas couper les courgettes. Benoît, il faut que tu ailles récolter de la salade. Donc regarde s'il ne reste pas du puceron par rapport au traitement bio qu'on a fait. Ok? Ça marche. Cultivé en agriculture biologique, le potager est autosuffisant. Armand Arnal y passe quotidiennement afin d'élaborer ses menus. Salut Armand. Ouais. Elle est belle la ciboulette là. Ah ouais, elle est belle là. Et bien là, j'ai le poivron noir, tu vois. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est aussi de pouvoir les mélanger avec des rouges. Parce que le rouge, tu vois, il a quand même une très très bonne sucrosité. Ouais, il est parfumé. Là. Très très bien. Et le noir, tu le fais cru, c'est ça? Le noir, on peut le faire cru aussi. Parmi les 180 variétés de végétaux, certains viennent des 4 coins du monde. Tout l'art de Claude et d'Armand est de les adapter au sol et au climat camarguais. Le shiso vert, c'est une graine que j'ai rapportée de voyage du Japon. C'est une plante qui se plaît très bien ici parce que c'est une plante qui a besoin de chaleur. C'est une plante que je ne connaissais pas. Et puis je vois le parfum particulier que ça a. Après, ils font des accords de goût incroyables. Je me souviens d'un shiso cru coupé sur des fraises. C'est excellent. À peine cueillis, les légumes sont immédiatement apportés en cuisine pour être préparés dans les 2 heures. Dès qu'il le peut, Armand aime flâner dans le centre-ville d'Arles, tout particulièrement les jours de marché. Ça, ce sont les chèvres fermiers de Fons-sur-Lucent, du côté de Alès. C'est beau ça. On va en prendre 3 comme ça. L'occasion aussi de récupérer quelques ingrédients pour notre recette. Salut Sylvie, ça va? Bonjour. Oui, ça va, Armand, et toi? Bon, qu'est-ce que t'as de beau aujourd'hui? Oh, de belles télines. Ah ben voilà, je vais prendre ça. De belles tailles, super jolies. Je vais prendre des télines et je vais prendre des palourdes. Allez, ok. Un peu la fleur de Camargue, quoi. Oui, c'est vraiment désablé, tu n'as rien à faire.
Entre héritage de l'époque romaine et art contemporain, Arles recèle un riche patrimoine culturel. C'est l'autre passion de notre chef qu'il a réussi à lier à son métier, notamment grâce à la fondation Luma, un pôle artistique encore en construction, où la cuisine peut être au cœur des créations. Alors on est sur une œuvre de Rikrit, qui est un artiste thaïlandais. Et donc le concept de l'œuvre, en fait, c'est de pouvoir cuisiner d'une façon très ouverte et de partager, de parler et de discuter autour de ça, comme une œuvre à part entière, en fait. On a toute cette énergie, en fait, qui se passe et qui se traverse et qui est assez génial comme projet. L'équipe s'affaire déjà pour préparer un curry de légumes. Et la cuisson est atypique. Le chef utilise un four solaire. Ça fait partie de l'œuvre, en fait, avec Rikrit, sur lequel on a travaillé. On a vraiment une cuisson qui est très maîtrisée. Très maîtrisée. Et c'est assez marrant de jouer avec les éléments comme le soleil et de pouvoir tourner comme ça, aller chercher la lumière, comme en fait, en allant chercher la chaleur. Je trouve que c'est vraiment c'est plus sympa qu'un barbecue. 1h30 plus tard, Armand distribue son plat au public venu pour l'occasion. C'est bon, très bon. Changement de décor. Quand le chef n'est pas au fourneau, il s'échappe chez Bob, un lieu perdu au bout du monde qu'il affectionne particulièrement. Tenue par Josie et Jean-Guy, cette auberge, qui a vu passer Picasso, Cocteau ou encore Aznavour, est une institution de renommée internationale. Armand aime y passer du temps entre amis, au son de la musique gitane. D'où mes musiciens, le dimanche, on fait la fête, hop, ils nous rejoignent. C'est un endroit absolument incroyable, qui passe les générations et qui est toujours un endroit où on vient rigoler, se détendre, s'amuser, chanter, manger des superbes grillades. Enfin, voilà, c'est vraiment l'âme de la Camargue. Olé! Dis-moi, ça a l'air plutôt sympa, là, cet endroit chez Bob, là. Ça fait rêver. Ouais, c'est un bon endroit pour se détendre. C'est Noël tous les Écouter jours. de la musique, un petit peu faire la fête. Et puis, ce sont vraiment des personnages très attachants et vraiment très intéressants. Et finalement, qu'est-ce qui t'a amené en Camargue, alors? Je travaille à New York et à Paris. Donc avec Alain Ducasse, notamment, voilà, c'est ça? Essentiellement, avec Alain Ducasse, d'ailleurs. Et voilà, on m'a proposé, j'étais en vacances sur place. Et voilà, là, il y avait une place à prendre à la Chassagnette. Et en fait, je suis arrivé dans le lieu, j'ai traversé le pont et je crois que c'est l'endroit, ouais, c'est l'endroit qui m'a choisi. Et depuis, je suis là, quoi. Et tous les jours, c'est vraiment un bonheur absolu. La Camargue, c'est beau toute l'année. Allez-y, même en hiver. C'est magnifique. Les flamants roses sont toujours là. Juste avant la fin de la cuisson des brocolis, le chef me montre son petit tour de main. Je vais juste mettre, pendant que je les retire, un petit peu de pousses d'épinards pour accentuer la couleur verte de la purée. Ouais. Le tout, c'est bien de garder la chlorophylle. Et je vais laisser un tout petit peu d'eau de cuisson au fond de notre cul de poule. Armand mixe les légumes à chaud en incorporant de l'huile d'olive. Donc tu vois, la purée, si elle est un petit peu épaisse, on peut directement mettre un glaçon dedans. D'accord. Pour refroidir. Sinon, sinon, on prend un petit black avec de la glace et on le met en dessous de notre cul de poule. Et voilà. Mais pourquoi faut-il la refroidir? Pour fixer la chlorophylle, c'est vraiment intéressant. C'est important même après avoir mixé. Voilà. Mais là, tu vois, le fait qu'on a incorporé un corps gras dans du chaud... On l'a blanchi forcément. On l'a vraiment blanchi et on est sur quelque chose de très émulsionnant. Les choux-fleurs passent eux aussi à la casserole. Nous pouvons nous lancer dans la préparation des moules. Donc les moules de Carto, hein, là elles sont à maturité. Il y a plusieurs tailles, hein, mais celles-là, c'est vrai que ce sont des moules assez belles. Donc ça, c'est le plus gros calibre, j'imagine. Ça, c'est le plus gros calibre, ouais. Et on est sur un produit qui est assez exceptionnel. Et regarde ça. C'est magnifique. C'est vraiment d'une beauté
C'est super, moi. Et puis elles sont pleines. Ouais, elles sont pleines. Et ça passe bien pour ta cuisine. Oui, c'est vraiment... Enfin, moi, j'ai essayé d'aller chercher un petit peu dans l'iode, la partie la plus douce de l'iode. Et l'iode de Méditerranée, elle est douce. Voilà. Plus que l'Atlantique, peut-être. Beaucoup plus que l'Atlantique. Tu es allé voir, comme tu le fais régulièrement, Julien, qui est ostréiculteur, mytiliculteur, et qui nous a fourni ces moules incroyables. Nous embarquons en Méditerranée, du côté de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Le soleil se lève à peine sur l'anse de Carteau, mais certains s'affairent déjà. Au lieu de production de coquillages dans la région, environ 3000 tonnes de moules sont produites ici chaque année. C'est à l'aube qu'Armand Arnal a rendez-vous avec Julien Ribeiro, à la fois mytiliculteur et ostréiculteur. Salut. Armand. Merci. Bon, on va aller goûter ces huîtres ou quoi? Allez, c'est parti. C'est parti. C'est un temps de malade, là. Ah, il fait super beau. Là... C'est l'été indien. Qu'est-ce qu'ils pêchent ici, là? Sur les cannes? Sur les cannes? Les dorades? Dorades, il y a des anguilles, il y a des loups aussi. Il y a pas mal jusque-là? Ouais. Tu as 1,50 m d'eau ici. C'est là où tout le monde fait les palourdes, tu as un peu des coques. Et puis les gens, ils pêchent pas mal ici. En fait, le Rhône est juste derrière. Donc du coup, ça nous apporte pas mal de nutriments pour pouvoir... pour que ce soit justement un bon milieu pour les coquillages. Première étape avant les huîtres, les filières de moules. Spécificité méditerranéenne, ici les moules sont élevées sur corde. Elles sont immergées pendant plusieurs mois à 5 mètres de profondeur. Regarde, c'est encore plein. Hein. Incroyable. Là, c'est vraiment... c'est superbe. Cette moule de Carteau, réputée sur le marché européen pour sa qualité et son gabarit, est particulièrement appréciée par notre chef. C'est un produit local, moi j'adore travailler ça. Sur le légume racine, ça marche très bien, sur le pané. Là, on va avoir aussi des brocolis, ça va être très intéressant de faire ça. Julien et Armand finissent de remonter les dernières moules qui serviront pour notre recette avant de partir vers le parc à huîtres. Lancée il y a 4 ans par Julien et son père, cette ferme ostréicole est une des rares dans la région, de surcroît très innovante. Tout comme les moules, les huîtres grandissent dans un premier temps sur corde. Elles sont ensuite affinées dans des casiers que Julien immerge et remonte en alternance pour reproduire l'effet de la marée. L'huître, je la laisse toujours entre 50 cm et 1 mètre de fond, tu vois, pour qu'elle soit un peu bougée naturellement, embrassée par les vagues, tout. Et c'est ce qui va lui donner, la consolider. Et c'est ce qui va la nourrir et la muscler, quoi. La passion de Julien lui a été transmise par son père Éric, un plongeur chevronné, producteur de coquillages en tout genre depuis 35 ans. Quand il ne plonge pas pour le plaisir, il descend à 8 mètres de profondeur pour prêter main forte à son fils. Ça va, Eric? Ça va impeccable. Ça fait combien de temps que t'es dans l'eau, là? 3 heures? Et quand il me dit, bon, papa, il faut que tu viennes plonger parce que on perd de la marchandise, donc je suis obligé de venir pour récupérer le produit. Surtout l'huître, bon, parce qu'en cas de mauvais temps, on perd pas mal d'huîtres. Éric en a profité pour remonter des eaux profondes des violets, de surprenants coquillages dont raffole notre chef. C'est extrêmement rare, hein, ça se ramasse à la main, c'est sauvage. On peut pas faire une culture de ça. Donc voilà le violet, patate des mers. Donc on a, vous voyez, c'est un coquillage qui est assez souple. Et on l'ouvre comme ça. Donc moi j'aime bien le manger cru déjà parce que c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Donc on le pousse comme ça. Très iodé, très puissant au iode. Moi je l'aime bien dans mon restaurant pouvoir l'utiliser comme condiment. Donc le mixer avec un petit peu de citron frais, un petit peu d'huile d'olive et l'utiliser comme ça pour assaisonner un plat.
Petit moment de détente et de fraîcheur pour notre cuisinier avant de remettre son tablier et de partager avec nous un peu de cette Méditerranée. Boys in blazers, union labor, the last of the line, but to get on. Leering drivers, beery lifers. Tes visites chez les fournisseurs, ça se termine toujours par un bain de mer. C'est ça? Pas obligatoirement, mais là, le temps était... Enfin, tout était réuni. C'était magique. Ouais, il y a une petite montée d'iode aussi qui a eu... Ah, c'est ça. Les 40 roules, il y a un moment où... Et donc, les voilà, les fameuses huîtres. Ça, c'est les huîtres de Camargue. Alors, on peut les assaisonner avec du citron, les manger nature. Moi, j'aime bien mettre un tour de moulin. Ouais, moi aussi, je suis comme toi. Jamais d'échalotes ou quoi que ce soit. Ouais, moi, j'aime pas ça. Alors, tour de moulin ou... Là, j'ai ramené on a fait un cœur de thon qu'on a salé et qu'on a séché. Que tu as fait toi-même, d'accord. Voilà, celui-là, il est fait maison, oui. Cœur, mais un vrai cœur? Un vrai cœur, oui. Ah oui, d'accord. C'est pas le cœur du filet? Non. C'est le cœur de thon. Donc, pas la peine d'en mettre beaucoup, tu vois. Juste ça suffit. C'est assez salé, j'imagine aussi. Oui, c'est très relevé. Merci. Moi, j'enlève jamais l'eau. C'est joli en plus. J'enlève jamais l'eau des huîtres. Parce que... Alors, attends, je vais goûter avec la cuillère peut-être alors. Ouais, si tu veux. Pour manger le pied et tout et tout. Comme ça, avec un tout petit peu. Tu vois, ça donne une petite Elles sont touche. très bonnes en soi déjà. Ouais. Et effectivement, ça relève bien, sans sursaler. C'est très agréable, ça donne une espèce de saveur un peu boisée presque, c'est étonnant. Exactement. C'est ça, un côté presque un peu fumé. Je vais goûter comme ça pour vraiment comprendre la saveur. Ça marche très bien sur les pâtes aussi. Ah ben oui, j'imagine. Non, c'est vraiment incroyable. Hop, essayez ça. Ah ouais. Oui, ça a une saveur vraiment prononcée. Ouais. Presque musquée en fait. On a l'impression d'un gibier de la mer. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est très intéressant. Je trouve que sur l'huître, tu vois, ça réveille un petit peu toutes ces saveurs de noisettes. Pas forcément les saveurs salées de l'huître, mais justement ces arômes qu'on a en deuxième bouche, un petit peu de noisettes, un petit peu laiteux, comme ça. Je trouve que ça accélère un petit peu ce goût et ça fait un petit peu plus saliver, ça donne envie d'y retourner. Ça donne une profondeur. Alors, on en est où de notre recette? Parce qu'on cause. Oui, on va se mettre sur la cuisson des coquillages. D'accord. C'est une recette que tu fais un peu au dernier moment, ça, quand même, non? Qu'est-ce que tu peux faire à l'avance? Tu peux cuire tes coquillages un petit peu à l'avance. Ah oui. C'est une recette qui est sympa parce que tu peux la servir tiède si tu as envie et tu peux aussi la servir froide, un petit peu comme une entrée. Donc, c'est assez facile. D'accord, oui, parce que les coquillages, il ne faut pas qu'ils soient brûlants. Exactement. Bien sûr. Alors, à l'attaque. Dans la poêle, le chef fait chauffer de l'huile d'olive, des échalotes grossièrement ciselées et des gousses d'ail en chemise pour cuire les palourdes et les moules. On commence gentiment à s'ouvrir. On va mettre un tout petit peu de vin blanc. Voilà, 2-3 branches de persil comme ça entières pour donner un pour tout petit parfumer goût. Uniquement. Voilà, juste pour parfumer. On va les sortir. On va en garder en coquille. On est combien pour le repas? On est 5. Bon, on va garder une dizaine de coquillages. D'accord. Et en coquille, et le reste, on les décoquille. Voilà, et le reste, on les décoquille, s'il te plaît. Voilà. Je vais passer sur les couteaux. Puis c'est au tour des vernis d'être cuisinés de la même manière. Et on va surtout récupérer le jus, si tu veux. Ouais. Et là, pour le jus, on va faire quelque chose d'assez intéressant. On va le mixer avec des violets. Ah, d'accord. Voilà, c'est la patate des mers. Pour donner de la texture et, voilà. Et de la saveur, parce que c'est puissant, ça. Je voulais juste faire goûter, si tu veux bien, le violet. Alors, avec plaisir. On va le manger vraiment comme on le mange avec Julien. C'est-à-dire qu'on met juste le doigt comme ceci. Tu vois. Et... Ah oui, c'est à la sauvage, quoi. Exactement. C'est très laiteux, en fait. Hein. Oui. Allez, vas-y. J'y vais. Oui. J'en vois. Ouais, c'est étonnant, parce que ça ressemble à rien de ce que je connais. Non. Et c'est pas si fort que ça. Tu décrirais ça comment? Je sais pas, mais il y a de l'amertume. Ouais. Honnêtement. Point d'acidité. Pas tant de sel que ça. Non.
Une pointe d'acidité, tu as raison. Il y a un côté très végétal en fait. Assez terreux presque. Ouais, c'est étonnant. Exactement. C'est surprenant, hein? Ouais. Et alors dans ton plat, il y a du riz aussi. Voilà, c'est un riz rouge de Camargue. Ouais. Alors c'est une variété qui est assez intéressante parce que pareil, elle a un petit goût noisette. C'est un riz complet, hein, bien sûr. Eh bien, pendant que je décoquille à tour de bras, n'est-ce pas, à tour de cuillère, je vous propose de repartir en Camargue, cette fois-ci rencontrer Bernard, qui est riziculteur, mais pas n'importe quel riziculteur, puisqu'il développe la culture du riz en connivence, on pourrait dire, avec des canards. Bien sûr. Comme le font les Japonais, tu parlais du Japon. Exactement. C'est une tradition très répandue au Japon, depuis très longtemps d'ailleurs. On s'est aperçu que finalement, c'est un pesticide naturel. En tout cas, il contribue au bien-être de la plante. C'est ça, il contribue à la nettoyer et à la protéger. Exactement. C'est Bernard qui va nous en parler. Nous sommes à Saint-Gilles, aux portes du parc naturel de Camargue. Armand Arnal y retrouve son drôle d'oiseau Bernard Poujol, dit le riziculteur au canard. Oh les bébés, oui. Ça va, Bernard? Bonjour. Je t'attendais plus tard. Ah ouais, mais bon. Ben, tu pourras m'aider à distribuer le grain là, au canard. Hein? Ah, elles sont jolies, hein? Ouais, superbe. Les canards! Viens là, les canards, viens là, viens! Oh les bébés, qui sont jolis, tes canards! Allez, viens! Voilà! Viens les bébés, viens! Allez, viens là, viens là, viens là! Viens les canards, viens! Ici, Bernard cultive 40 hectares de riz camarguais biologique. Sa méthode est unique dans le pays. 1000 canards désherbent naturellement ses cultures. Il y a eu une prairie jusqu'au mois de mai, où les vaches étaient en train de pâturer. Et j'ai détruit la prairie, enfoui l'herbe, et j'ai inondé. Et là maintenant, depuis que j'ai sorti les canards de la rizière, je les ai mis dans cette parcelle qui va rester inondée jusqu'au printemps prochain. Et ils vont faire le travail de nettoyage préalable pour la future rizière de l'année prochaine. C'est un respect global à la fois de la céréale, de la plante et de l'animal, quoi. Tout à fait. En batifolant dans les rangées de riz et en creusant la terre de leurs pattes et de leur bec, les canards oxygènent l'eau et stimulent les racines des plantes. Ils détruisent ainsi la mauvaise herbe appelée panis et s'en nourrissent. Leur mission consiste à aller chercher la petite graine qui a germé. Ils bouffent la graine et la plantule flotte à la surface. Elle est morte. Là, c'est un cheveu, mais quand elle est au stade adulte, elle fait 2 mètres de haut. Le canard a la bonne idée de ne pas aimer la plante de riz, qui n'est pas du tout appétissante. C'est quoi, c'est trop filandreux? Ouais, c'est rêche, ça coupe la langue. Et le canard, ça a le bec fin, hein, donc ils ne veulent pas manger des trucs qui ne sont pas bons. Si cette méthode vient de Chine, c'est au Japon que le fils aîné de notre riziculteur a fait la découverte de cette technique d'agriculture surprenante. Soucieux de respecter l'environnement, Bernard a très vite tenté l'expérience. La première année, j'ai commandé 300 canards pour un champ de 3 hectares. Et ça a été une vraie réussite. Et au lieu de semer le riz dans l'eau comme on fait traditionnellement en Camargue, je le sème à sec, sans eau, et le riz n'est inondé qu'au bout d'un mois de vie. Donc il a commencé à germer. Il est grand déjà. Il fait presque 4 feuilles. Et à ce moment-là, j'ai introduit les canards. J'avais entendu parler de ce type de culture au Japon, mais j'avais jamais vu au Japon comment ils travaillaient cette culture-là. Et c'est vrai que je l'ai découvert chez toi il y a quelques années, et c'est assez extraordinaire. Les palmipèdes ont le même âge que le riz. Tous deux grandissent ensemble simultanément pendant 3 mois. Aucun insecticide ni machine à moteur dans ces autres rizières, bientôt prêtes à être récoltées. C'est très impressionnant de mettre les mains sur les épis, comme ça, beau, sur les herbes. Non, mais tu sens que la plante est heureuse et qu'elle te le rend, quoi. C'est absolument incroyable, quoi. Même, tu vois, la vigueur des feuilles, comme elles sont extrêmement érigées vers le haut, là, il y a une puissance... Très, très beau. Il est temps maintenant pour Armand de choisir son riz pour la recette parmi les différentes variétés que propose Bernard. Ça, c'est le riz de récolte en passé. Bon, là, c'est nos riz classiques de Camargue, hein, le rouge, le semi-complet traditionnel, à relate.
et celui-là, qui est un riz d'origine japonaise, marrant, que j'ai produit un petit peu cette année. Mais je pense que ça peut être un super produit, quoi. Il y a un côté un peu soyeux, quoi. Tout à fait, ouais. Il est doux au toucher. Ouais. Les nôtres sont plus rugueux. Ouais. Il y a quand même une similitude très forte dans l'appréhension du produit, que ce soit dans la cuisine japonaise ou dans la cuisine méditerranéenne. Et c'est ça le lien, et c'est ce que j'essaye de retranscrire tous les jours, c'est de créer ce pont commun sublimé par le naturel. Pour notre plat de coquillage, ce sera le riz rouge complet, emblématique de la Camargue. Et alors dis-moi, les canards qui sont si utiles à la culture du riz, qu'est-ce qu'on en fait après? On les mange? Oui, bien sûr. On les travaille, nous, au restaurant. C'est vrai? J'aime bien faire comme un gravlax avec les magrets. Ouais. Ouais. Donc mariner sel et sucre et crème. Mariner sucre, mélange d'épices, un petit peu de... J'aime beaucoup le gingembre, donc j'utilise le gingembre, la citronnelle également. Ça fait envie. Alors, on continue notre recette? Le riz. Le riz. Alors, le fameux riz rouge complet. Voilà. De Camargue, bien sûr. Moi, j'aime bien l'enrober avec un petit peu d'huile d'olive. Oui, alors justement, parlons riz, parce que ça, c'est quand même un sujet que tu maîtrises. Et est-ce que tu as des conseils, au-delà de ta recette, à nous donner pour réussir la cuisson du riz, que moi, je loupe souvent? Pour réussir la cuisson du riz, donc un petit peu d'huile d'olive. D'accord. Une gousse d'ail. Écrasée, simplement en chemise. Simplement. Et on va juste... Accru. On voit le grain, t'as vu comme c'est sublime. C'est absolument magnifique, incroyable. Nacré. Donc on a vraiment un grain qui est riche, qui est beau, qui est une belle élégance. On va mettre un petit peu de fleur de sel. Voilà, légèrement pour l'assaisonner. Et alors, la technique de mouillage à l'eau, c'est par rapport, si tu veux, à mon niveau de riz, on va mettre l'équivalent de 2 phalanges. Voilà, 2 phalanges d'eau en plus. Voilà, 1 phalange et demie, 2 phalanges d'eau. Quel que soit le riz, ou est-ce que ça dépend Plus sur les riz complets. D'accord. Hein. Je vais rajouter une petite branche de romarin. Ouais. Parce que je trouve que c'est une plante qui marche très très bien avec le riz rouge. Alors. Qui met un petit peu... 2 phalanges. Allez, vas-y. 2 phalanges. Encore un peu. C'est pas moi qui vais plonger mon doigt en tout cas, je peux te le dire. Non mais ça va, là on y est. Ça va? Ouais, c'est parfait. On peut le cuire tout doucement ici. Ouais. On peut le mettre aussi, si on le cuit en cocotte, on peut le mettre à 180 degrés au four pendant 45 minutes. D'accord, c'est presque mieux. Ouais, parce que ça le fait tout seul tranquillement. Ça a une cuisson beaucoup plus homogène, parce que ça cuit le dessus aussi. 180? Ouais. Bon, on va le mettre? Ouais, on va le mettre. 45 minutes. 45 minutes. Allez, 180, on y est. Voilà. Merci beaucoup. Pendant ce temps-là, on va assaisonner la vinaigrette, voilà, avec des citrons confits. D'accord, que tu as fait toi-même, bien sûr. Qui sont confits à l'huile, c'est ça, salés? Confits au sel, et puis après qu'on met en l'huile pour les préserver. Voilà, tu vois, on a quelque chose là. Donc on va récupérer l'intérieur. Ouais, uniquement la pulpe? Oui, uniquement la pulpe. Ça suffira 2 cuillères, ça suffit largement. Donc on va la passer comme ça pour pas avoir les pépins et les peaux de la pulpe. Bien sûr. Le chef ajoute un peu de jus de cuisson des coquillages et un violet. Mais si on n'a pas de violet, parce que c'est quand même très rare, on utiliserait quoi, une huître? On peut mettre, oui, on peut mettre une huître, oui. Exactement. Une huître entière? Très bien. Le tout est ensuite passé au mixeur avec de l'huile d'olive. T'as une belle émulsion. Ouais, c'est joli, hein? Très joli, ça sent bon. Voilà. On va goûter? Ouais. Et à mon avis, c'est bon. Tiens. On a tout ce qu'il faut en sel et en acidité, on doit être pas mal. J'espère. Peut-être un petit trait, non vas-y, je t'en prie. D'accord. Peut-être un petit trait de jus de citron, mais... Oui, on a bien le violet, cette amertume, mais en même temps qui est vraiment compensé justement par le côté crémeux de l'huile et le côté très iodé. Bon, c'est bien. Pas plus de poivre, hein, parce qu'en fait, c'est puissant. Commencer à assaisonner nos choux-fleurs. Ouais. Donc avec ta vinaigrette, entre guillemets? Exactement. Et après, on va disposer dans l'assiette. Alors, avant qu'on ne démarre le dressage de ces merveilleuses assiettes, tout en couleurs et en diversité, je vous propose finalement de s'avancer sur le dessert. Hein, parce qu'il faut quand même faire une mise en place. Quoi. Et pour le dessert, c'est Laurent
qui s'y est collé. Alors Laurent, en plus, c'est son métier. Il est chef pâtissier à Aigues-Mortes. Et puis surtout, c'est un copain, je crois. Oui, c'est un copain de longue très longue date. Oui, oui. Et il nous propose une recette qui, moi, m'a beaucoup plu. Et je me suis dit que j'allais le refaire avec les enfants. Parce qu'enfin, une gourmandise qui plaît à tout le monde, mais qui, en plus, est saine. Ouais. Parce qu'il y a du riz soufflé, de la graine de lin, plein de bonnes choses, évidemment du bon chocolat. Il va nous donner tout de suite sa recette. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Il y a un peu de sel de Camargue, je crois aussi. Ah bah oui, forcément, puisqu'on démarre chez le saunier. Pour notre dernière balade, direction les Salines camarguaises, tout près de la ville médiévale et fortifiée d'Aigues-Mortes. Laurent Poitavin, ami de longue date du chef et pâtissier de la ville, nous propose une de ses spécialités, les rochers ou croquants camarguais. Il se fournit directement à la source auprès de Luc Verne, saunier en Camargue depuis plus de 30 ans. Salut Laurent. Ça va et toi hein? Ça va, impeccable. C'est pas mal hein, pour travailler là, ça va? Ça va, hein? Et il y a un bon horizon. Il y a un bon horizon. Cette eau rose, que Luc contrôle quotidiennement et dans laquelle il récolte l'or blanc, est due au pigment rouge, le bêta-carotène, contenu dans les micro-algues. J'ai préparé 2 sacs pour toi. Voilà. La fleur de sel de Camargue. Bon, parfait. Tu sais que c'est un sel d'après-cuisson, c'est pas un sel de cuisson. Hein, ah oui, non, mais de toute façon, moi, je l'utilise juste dessus. Et sur le chocolat, il faut que ce soit subtil. Il ne faut pas qu'on ait ce goût salé, exactement. Sinon ça... Juste puis que ça bien, croustille. Le salé. Laurent, à la prochaine. À bientôt, et je te laisse à tes occupations. Ciao. Ciao, merci. C'est chez lui, à 2 pas des Salines, que Laurent va nous livrer sa recette. Le romarin. Première étape, faire fondre du chocolat. Et notre pâtissier suit une technique bien précise. Le but, c'est de chauffer le chocolat à peu près 55 degrés pour qu'il soit fondu. Et ensuite, il faut vraiment le baisser aux alentours de 30 degrés. Ça aussi, c'est à 1 degré près, c'est important. Et par contre, après, il faudra juste le monter à 32 pour l'utiliser. Et là, on aura un chocolat à la fin qui va être brillant, qui va être croquant. Ça, c'est un chocolat à 73%. C'est vraiment là où on retrouve les arômes. Il y a juste le sucre qu'il faut, les gousses de vanille. Laurent torréfie ensuite 200 g d'amandes hachées dans une poêle. C'est-à-dire une amande crue, c'est moyen, et grillée, de suite, il y a tous les arômes qui se développent. Juste doré, et ça sera parfait. 50 g de graines de lin et 75 g de graines de sésame sont torréfiées à leur tour. Donc là, je pense que c'est bon. On arrête. Hop, sinon ça explose. Il manque encore 175 g de flocons d'avoine, autant de raisins secs et 200 g de riz camarguais soufflé. Le riz, on ne l'a pas torréfié parce qu'il est déjà soufflé. Hein. Donc, c'est pas la peine. On l'utilise comme ça. Ça a un côté léger, alors que si on le torréfie, c'est plus... Mais comme ça va être parfait. Ça va donner ça va faire un rocher plus aéré. Quelques branches de romarin. C'est vraiment un parfum d'ici, quoi. Donc, voilà, là, on a tout. On va verser le chocolat. Donc, il faut que ce soit bien enrobé, voilà, qu'on ne voit plus les céréales. Voilà, ça me paraît pas mal. Et maintenant, on va les dresser en petits rochers. Avant que ça ne refroidisse, Laurent saupoudre le tout d'un peu de fleur de sel. Donc surtout pas trop de sel, il faut que ce soit léger. Hein. Et après, on va y mettre, ça c'est pour le décor, un petit brin de romarin. Puis ça fait joli, ça fait un peu l'herbe qui a poussé au milieu des rochers. Après 15 à 20 minutes à température ambiante, les rochers sont prêts à être dégustés. On voit vraiment là qu'on a toute la Camargue, toutes les saveurs des herbes, du sel. C'est vraiment le chocolat de Camargue.
Et la petite touche de romarin finale, un peu comme toi, là. Ouais, c'est ça. Petit romarin qui va bien. Ça marche bien avec le riz. Ouais, j'aurais pas pensé. En parlant du riz, on va regarder. Allez, en parlant du riz. Voilà. Voilà. S'il reste un peu d'eau, on peut la mettre à égoutter, mais là, je pense que ça va. Tu vois, normalement, donc le grain, ça a absorbé. Voilà, ça a bien absorbé, le grain s'est éclaté. Tu vois, j'ai envie juste de le mouiller avec un petit peu ton de... petit jus de cuisson, là. Ouais, il en reste un petit peu, là, pour être, tu vois. C'est pas bête, ça. Pour donner un petit goût un peu marin. Pour achever l'alchimie. Ce riz. Donc là, il y a tous les coquillages. Donc là, tu as les coquillages. Tu en as coupé certains, les plus gros. Voilà, j'ai un petit peu recoupé les vernis. Ouais. Là, je vais juste couper un petit peu de persil. Alors moi, j'aime bien le rouler comme ça, le persil. Oui. Et juste lui mettre un coup. Je reviens jamais sur la coupe. Ça, c'est très japonais, ça. Ça permet de... Ouais, libanais aussi. Libanais pour quand on fait le tu as taboulé, raison, le taboulé. on revient jamais sur la coupe de son persil, ça le durcit. Petit filet d'huile d'olive. Voilà, vas-y. Un filet. Voilà. Non, tu peux mettre un tout petit peu plus encore. Voilà. Vas-y, voilà, c'est bon. Voilà. Tu les fais presque en salade, quoi. Exactement. Ça, on a bien mélangé. On va pouvoir dresser avec ça. Et moi, je finis ici les choux avec juste pareil, un petit peu de... Chou pointu. Chou pointu. Voilà. Que je vais juste mettre en petites lamelles comme ça, tu vois. Pour accentuer le goût de chou et donner vraiment du craquant à la préparation. Là, on va assaisonner avec... Ta sauce. Voilà. On y va aussi généreusement. Donc on va mettre une petite cuillère comme ça de purée de brocoli. On va mélanger un peu les choux. Voilà. On va disposer comme ça dans l'assiette. Drôlement joli. Parcimonie, tu vois. Vraiment. Et on va mettre à la fin nos coquillages. Et qu'est-ce que tu vas faire de ton riz alors? Bah, le riz, on va le servir à côté. Il est un petit peu d'accord. tiède. J'aime bien le manger séparément. moi, À l'asiatique. Ouais, vraiment. Bah, ça a du sens. Ça remplace le pain finalement. Hein, donc ça a du sens de pouvoir le manger comme ça, très décomposé. Il est très parfumé ton riz. Hein. En touche finale, un peu de chou-fleur râpé et quelques lamelles du pied de brocoli. Je te laisse terminer le dressage, quasiment terminé d'ailleurs, et je vais accueillir les invités. Super. À tout de suite. Tout de suite. Arrive Julien, notre conchiliculteur, Laurent, le pâtissier d'Aigues-Mortes, les bras chargés de dessert, et Bernard, riziculteur, venu sans ses canards. Installez-vous, tiens, je te décharge. Merci. C'est dangereux de me te décharger de ça parce que je peux les manger sur le champ. Les garçons, installez-vous, le chef arrive. Et alors, ça va? Ça va, ça va. Salut. Bon, tiens, regarde. Regarde ce qu'on a fait avec le beau coquillage. C'est magnifique. Hein. Voilà. Merci Armand. Voilà. Merci. Merci. Et voilà. Et pour le chef. Alors, est-ce que vous devinez? Tu reconnais 2-3 coquillages quand Oui, même. bien sûr. Évidemment, le riz de Bernard. Et puis des choux, les choux du moment, les légumes du moment, comme d'habitude avec Armand. Moi, je vais vous servir un peu de vin. Ah. Choisi par Armand, bien sûr. Voilà. C'est beau, hein, comme l'habitude. Hein. Voilà. Joli. J'essaie d'amener un petit peu de végétal avec, tu vois, la céréale de Camargue et... Il est joli ce blanc, c'est quoi? Et c'est belle. C'est un blanc du Gard. Merci Julie. C'est vraiment une table du Sud. Hein. C'est la première fois qu'avec un chef, on a fait plein de choses différentes, très intéressantes, parce qu'il y avait des tours de main, des façons de cuisiner. Et à la fin, je ne voyais pas du tout où il allait, en fait. C'est-à-dire qu'on avait une espèce de palette très large, très colorée. Et puis à l'arrivée, on a quelque chose d'assez magique quand même. Merci. Écoute, on a essayé de composer avec tous ces éléments différents. Allez, on va goûter. Il est exceptionnel, votre riz, hein, Bernard? Ben, disons que quand on travaille avec Armand, ce qui est extraordinaire pour nous, qui sommes les hommes de la terre, comme Julien est un homme de la mer, on est confronté à la brutalité de l'élément. Et moi, je fais que du riz, c'est pas une nourriture très originale. Et quand Armand met ses mains dans cette matière, il en fait autre chose.
Et nous, enfin, moi je sais que personnellement, je suis toujours un peu émerveillé de voir comment il arrive à sublimer un riz, un aliment aussi élémentaire. Un simple riz. Et là, avec tous ces produits de la mer que Julien nous a amenés, c'est vraiment magnifique, quoi. Alors je m'étonne parce que je pensais qu'il y aurait des plumes de canard, mais il n'y en a pas. Non, non, pas vraiment, pas vraiment. Disons que les canards, leur mission s'arrête avant que nous récoltions le riz, parce que sinon, ils passeraient à table avant nous, quoi. C'est ça le problème. Tous les matins, il leur parle, toute la journée, il leur parle pour les apprivoiser. Et donc, t'as une horde de canards qui le suit comme ça. Il fait hey, les canards, venez, 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 les canards. Et tous les canards viennent le voir, lui parlent. Je sais pas si tu as déjà vu des canards avec un sourire. C'est vrai, il a raison. Mais c'est incroyable, quoi. On sent tout de suite que les animaux sont heureux. Écoute, en tout cas, je voulais revenir à ton plat parce que vraiment, c'est sublime. C'est excellent. Ah ouais, on a un contraste, un équilibre de texture, de saveur. Et ce chou va étonnamment bien, ces choux vont étonnamment bien avec les coquillages. On a l'impression qu'ils se... C'est comme les canards et le riz, tu vois, on a l'impression qu'ils sont toujours connus. Ça se marie bien, oui. Alors Julien, les coquillages. C'est magnifique. Tu les as super bien cuisinés, comme d'habitude. Hein. Vous êtes avec des cultures sur corde, on l'a vu. Sur corde, immergé. Captage des naissins et ensuite ça se développe dans le filet. Et qu'est-ce que ça apporte à l'huître? Fait recréer la marée artificiellement. Donc nous qui allons le faire à l'aide de nos bras, quoi. Donc on les relève un petit peu quand il fait beau temps. Vu que nous on a beaucoup de vent, de mistral, on a pas mal de circulation d'eau, pas mal de courant. Donc du coup, l'huître est en permanence en train de bouger. Et puis j'imagine que le fait de sortir et de re-rentrer de l'eau régulièrement, ça les renforce aussi. C'est ça, parce que c'est un muscle. Voilà, oui, c'est comme si on les amène à la musculation, quoi. Et elles ont le sourire comme les canards, les huîtres. Je leur mets la musique. En tout cas, on les a appréciées et on les a savourées avec un cœur de thon râpé. J'en reviens pas, rien que de le dire déjà. Ouais. Tout est possible avec Armand. Bah, tu trouves de ces idées, là. C'était une expérience, non, mais c'est un produit qu'on trouve au Japon. C'est super bon. Déjà depuis. Ouais, ça existe depuis longtemps et nous on l'a fait maison. C'est toi qui l'as fait le. Ouais. Et ça donne vraiment un goût. Ça relève l'huître. C'était assez incroyable. Ah ouais. Et aigues mortes dans tout ça. Ben, aigues mortes, on n'a pas de canard, mais on n'a pas de canard, moule on n'a pas de moule. Mais bon, on a les salets, on a aussi les remparts, donc ça. Et alors la pâtisserie, on la pratique comme ailleurs ou est-ce que quand même on est vraiment ancré dans les spécialités locales? Après, on fait un peu de tout. On fait les spécialités locales, après on fait les Alors, les quelles sont-elles classiques. En dehors de la fougasse Là, il y a la fougasse et les rochers de Camargue. Donc ça, c'est vraiment la fougasse d'aigues mortes. C'est vraiment bon, le plat, enfin le dessert voilà, de la ville, quoi. Le but, c'est que ce soit le plus léger possible. Avant, c'était pour Noël. Maintenant, c'est toute l'année. On sent bien la fleur d'oranger. Ouais, c'est super. Ouais, c'est un voyage, ça. Ouais, c'est un beau travail. Alors, on va goûter les petits rochers, là. Alors, attends, redis-moi. Alors, ça, c'est donc des rochers au chocolat et fleurs de sel. Donc, dedans, il y a des graines de lin, de sésame, des amandes hachées. C'est bon, hein? C'est bon. C'est bon. Puis, ce sont des saveurs marquées, mais finalement qui sont très raffinées. C'est bon. Et ça, c'est un peu, bon, comme je dis, ça peut pas être plus sain comme produit, parce qu'il n'y a que des céréales, il n'y a pas de sucre, pas de gras, c'est que le... Ouais, c'est ça. C'est un peu les barres chocolatées, mais sans... Ce qu'on pourrait trouver de mieux sans rien ajouter, dans la catégorie. Mais comment on travaille les uns avec les autres avec Armand? Comment ça se passe? Est-ce que vous lui proposez des produits, des choses, des idées? Voilà, est-ce que vous échangez dans vos développements? Il vient, il demande. C'est lui qui vient? Il se déplace? Il demande, oui. Il demande, moi j'essaye de les faire venir. Lui, c'est quasiment impossible. Hein. C'est trop éloigné de la mer pour, pour lui, si tu veux. On est juste à 30 km de l'eau, mais pour lui, c'est trop loin. J'ai dit, écoute, viens avec moi, tu choisis, tu prends ce que tu veux, il y a toujours ce qu'il faut. Puisque Armand est intéressant, c'est que c'est un cuisinier du territoire, d'un territoire. J'ai l'impression d'avoir traversé la Camargue, là. Et je retiens le cuisinier de territoire, c'est vrai. Cuisinier de territoire, ça te va bien? Ouais, ça lui va bien, ouais. Ça lui colle à la peau. Je le prends. Avant de nous séparer, Julie, je voudrais, au nom de tous les Camarguais présents autour de cette table, te remercier de ton accueil et de ta gentillesse. Et pour ce faire, on va t'offrir une petite chanson en provençal.
qui est plus qu'une chanson. Car c'est un chant qui est devenu quasiment l'hymne de la Camargue et de la Provence. On lève notre verre, bien sûr, avec le vin de Provence. Voilà. Uve salvesti la cupo che nu vendicata aderembe genen truppo e na venni for. Bravo. Bravo, et merci. Et merci de nous avoir suivis pour ce voyage camarguais grâce à Armand. Et puis maintenant, il ne reste plus qu'à y aller, quoi. Oui, c'est ça, en fait, on vous attend. Ben voilà, c'est bien beau de goûter des choses, mais il faut y aller, on vous attend en Camargue.